Aujourd'hui, alors on change de monde, on n'est pas non plus très loin, on est toujours dans le monde de l'entrepreneur et de ses choix et des façons dont il peut s'organiser pour mieux fonctionner. Nous accueillons Louis Néret. Bonjour Louis. Bonjour Patrick, bonjour Michael, merci de votre accueil au sein des Chroniques Melchior. Donc Louis, tu es avocat, tu travailles souvent avec des entrepreneurs et donc Absolument. tu as développé une pratique qui est un peu originale dans le monde du droit. Tu vas nous présenter ça aujourd'hui et ça va soulever plein de questions, j'imagine, comme ça en a soulevé quand on a échangé en préparant cette chronique. Mais peut-être que je te laisse commencer et puis on reviendra sur les questions un petit peu après. Bienvenue pour Avec grand cette plaisir. nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Merci encore. Donc le titre peut paraître un peu rébarbatif, avocat, rédacteur unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, peut-être posons le débat. Il s'agit de la configuration dans laquelle il y a un contrat, plusieurs parties, et un seul avocat rédacteur de l'acte juridique en question. Pour le besoin de la démonstration, le plus simple, c'est partir d'un exemple familier aux entrepreneurs, celui de la négociation d'un contrat. Et puis, vous l'avez compris, l'autre morceau du titre, c'est une interrogation. Et l'interrogation, elle consiste à se demander si, dans ce cas de figure particulier, il y a un risque de conflit d'intérêts pour les parties, ou au contraire, si, et je commence déjà un petit peu à répondre à la question, vous l'avez compris, il n'y a pas une source de garantie d'équilibre contractuel pour les parties. Alors, effectivement, c'est ce qu'on va voir. On va suivre effectivement un plan assez logique. On va voir quels sont les enjeux autour de cette configuration particulière, les avantages, les inconvénients, quelles sont les garanties dont les parties peuvent se prévaloir, et puis on aura quelques mots de conclusion avant d'ouvrir le débat, comme tu le soulignais, Patrick. Euh, alors, pour se mettre en situation, ce que je vous propose, c'est d'imaginer que vous êtes en train de négocier un contrat important avec un client, un fournisseur, un investisseur, un repreneur, et que les pourparlers avancent bien. Euh, et à un moment donné, dans le cadre de ces discussions, vous ressentez le besoin de passer par un avocat pour formaliser l'accord qui est jusqu'alors qu'en gestation. Et à ce moment-là, l'autre partie de la négociation vous propose de confier la rédaction du contrat à son propre avocat et de prendre en charge les honoraires de son conseil. Alors là, je vous ouvre une petite parenthèse, on fait un clin d'œil à Michael par rapport à son exposé sur le cost killing. On verra si effectivement le fait de recourir à un avocat, ça peut être un mode d'économie pour l'entrepreneur. Ce n'est pas mon axe principal, mais puisque je pense avant tout à la sécurité juridique, mais ça peut être une approche auquel on peut réfléchir. Donc, votre co-contractant vient vous voir et vous dit, voilà, passons par mon avocat, c'est plus simple. Et donc, la question que vous vous posez, c'est est-ce que je dois accepter cette proposition ou engager au contraire mon propre avocat? Alors, dans cette situation, je dirais que la démarche logique, le réflexe un peu pavlovien, c'est de se dire, bon, bah, non, chacun pour soi, on va chacun prendre son avocat, et puis les vaches seront bien gardées. Alors, il y a un élan naturel qu'on peut comprendre, euh, et parce que l'avocat a développé une relation privilégiée avec son client, une relation de confiance qui s'étale dans le temps, et donc il peut être réticent à vouloir partager son avocat ou partager l'avocat d'un autre. Et bon, ça peut se comprendre parce que effectivement, traditionnellement, l'avocat, c'est le défenseur d'un intérêt particulier. Euh, et alors, ce positionnement il est logique en matière de contentieux, ça, je pense que on en convient tous. Mais est-ce que c'est aussi logique en matière contractuelle? Bah, là, je ne vais pas vous faire, je dirais, mijoter. Je pense que moi, ma thèse, elle est simple, elle est qu'il y a
d'une part, c'est possible en matière contractuelle, puisque heureusement, la plupart des cas, et par définition, un contrat, c'est un accord de volonté. Donc, ça veut bien dire qu'il y a deux volontés qui tendent dans la même direction. Donc, on a une convergence d'intérêts. Alors, est-ce que c'est possible dans tous les cas? Non, je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas recommandé dans tous les cas, mais il y a des cas de figure particuliers où je pense que la situation est intéressante. Et on peut aller contre cette intuition première. Alors, avant d'envisager les cas de figure particuliers, peut-être réfléchissons comment dirais-je, euh, à ce que peut, enfin, à la situation dans laquelle on peut se trouver et les écueils auxquels on peut être confronté quand on a plusieurs avocats, pas d'avocat ou un seul avocat qui est cette pierre centrale au niveau du contrat. Donc, quand il y a plusieurs avocats, en fait, ce n'est pas toujours un chemin tranquille. D'une part, il y a la situation dans laquelle les avocats sont dissimulés, c'est-à-dire qu'ils apportent un conseil à leurs clients en sous-marin. Et donc là, il n'y a effectivement aucune garantie pour les co-contractants, mais c'est un cas de figure qui est familier, que ce s'agisse d'un avocat, d'un conseil, d'un juriste en interne dans l'entreprise, bon, et qui n'apparaît pas. Euh, Quand il y a plusieurs avocats, il peut y avoir une émulation positive, mais il peut aussi y avoir des tensions et des conflits. Et finalement, plus on élève le niveau de jeu, à partir du moment où il y a plusieurs avocats, ils peuvent avoir une approche qui peut être débridée et chercher ou être un peu poussé, bien qu'il y ait des réserves déontologiques néanmoins, mais on peut être poussé puisqu'on a face à nous un autre confrère expérimenté, à pousser un peu loin la discussion. Et puis, on peut être tenté d'introduire de laisser certaines clauses dont l'interprétation est délicate dans le contrat, ou carrément mettre des clauses empoisonnées, donc des poison pills. Le client peut être tenté comment dirais-je, d'éluder certaines informations capitales ou essentielles. Donc, il y a quand même un risque de non-coopération. Et alors là, je fais référence à la théorie des jeux, donc je sais que Patrick est fin connaisseur, puisque c'est un habile négociateur, mais et je dis, bien sûr, ce n'est pas systématique, ce risque de non-coopération, mais il existe et il est, je dirais, un peu renforcé dans l'hypothèse où on a deux avocats qui se livrent un combat pied à pied. Euh, donc on se retrouve finalement Et donc cette situation, alors de l'autre côté, quand on a un avocat unique, c'est différent. Par définition, il est le réceptacle d'informations réciproques et il est dans une position qui va l'inciter à encourager la coopération entre les parties. Et donc le partage d'informations euh, plutôt que de vouloir tirer d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc, je pense que c'était important de voir ça parce que fondamentalement, la position de l'avocat lorsqu'il est conseil d'une partie ou lorsqu'il est avocat unique est radicalement différente. Alors, quels sont les cas de figure auxquels on peut penser quels sont les cas de figure dans lesquels on peut imaginer qu'il peut être intéressant de recourir à cette figure de l'avocat unique rédacteur de contrat? J'en ai trois en tête que je partage avec vous. La première, c'est quand l'opération est simple dans son objet, mais que l'engagement est suffisamment important pour que l'une des parties ou les deux parties souhaitent s'assurer de l'efficacité de cet engagement et de son opposabilité au tiers. Donc on peut penser à toutes des opérations de due diligence qui doivent être nécessaires d'effectuer avant de signer l'acte. Et là, on rejoint, de ce point de vue-là, le rôle, la figure qui vous est familière du notaire lorsque enregistre un acte de cession d'immeuble. Voilà. Le deuxième cas de figure, c'est l'hypothèse dans laquelle les deux parties sont des professionnels et évoluent dans le même secteur d'activité. Alors, on peut voir ça comme un deuxième cas de figure ou comme une variante du premier, puisque finalement, si c'est des professionnels et qu'ils évoluent dans le même secteur d'activité, ils savent de quoi ils parlent. Donc, en fait, pour eux, l'opération qui, pour
un non-initié peut paraître compliqué. Pour eux, ça paraît simple, limpide. Ils peuvent s'entendre sur les principaux termes de la vente ou de l'opération en question. S'il s'agit d'une vente, ils vont s'entendre sur l'objet, sur le prix. Alors, on retrouve ça en matière de cession de fonds de commerce, en matière d'opérations de build-up, de levée de fonds avec des investisseurs professionnels. D'autant plus s'il s'agit d'un investissement à impact, parce qu'on sait que ces investisseurs ont l'habitude de concilier des intérêts différents et d'en faire la synthèse, ou de tendre vers un intérêt supérieur, hein, celui d'avoir un impact, que ce soit social, environnemental ou autre. Le troisième cas de figure, il est un peu différent, puisque là, il s'agit de préserver la relation entre les parties. Il y a des cas de figure dans lesquels une approche pied à pied dans la négociation peut briser une relation fragile ou au contraire une relation établie dans laquelle on n'envisagerait pas de voir s'immiscer une position dure. Je pense, alors typiquement, on peut penser aux relations familiales, hein, on peut penser aussi à la transmission d'une entreprise à un enfant ou à un proche collaborateur, ou une session d'entreprise lambda, mais dans laquelle il y aurait un accompagnement long du cessionnaire par le cédant. Voilà les cas de figure que j'ai en tête et que je voulais partager avec vous. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut essayer un peu de faire l'analyse et de se dire quels sont les avantages de recourir, encore une fois, à un avocat unique sur la rédaction d'un contrat. D'une part, on sait que on a vu la configuration va le pousser, et pas simplement la configuration, on va le voir in fine, c'est une figure qui est familière, hein, et qui est encadrée juridiquement par la profession. Mais je dirais, d'un point de vue ne serait-ce que structurel, l'avocat unique, ce go-between, il va nécessairement pousser les parties à aller dans le sens de leur intérêt en commun. Donc il va adopter une position d'équilibre. Il va déployer une méthode collaborative, vous l'avez dit, pour qu'il y ait cet échange d'informations qui soit fluide et s'assurer que les parties sont éclairées. Il va pouvoir ponctuer les négociations. Alors, ponctuer les négociations, comment? Eh bien, j'entends par là que les discussions sont publiques, enfin sont publiques, sont entre les parties, se font la plupart du temps entre les parties, avec l'aide de leurs conseils, bien sûr, mais unique, mais avec les parties. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, la transaction se construit, et on ne peut pas se réfugier derrière le secret de l'avocat ou le secret des échanges entre avocats pour dire que pour attendre la dernière minute avant de signer. Donc, quelque part, effectivement, c'est une démarche où on met comment dirais-je, on s'expose, puisqu'on avance résolument et l'idée, c'est d'aller vite, hein, c'est l'intérêt. La présentation d'un acte qui va, plutôt que de partir d'une version 1 très dure, on va amener sur la table des négociations un document contractuel qu'on considère équilibré, pour qu'il soit accepté le plus rapidement. Et puis, c'est vrai que plutôt que de recourir à 2 avocats, on peut y voir l'occasion de faire une économie d'honoraires. Alors, il faut être honnête, il y a aussi des inconvénients dans cette configuration. Le premier inconvénient, c'est l'absence d'émulation entre confrères. Alors, cette absence d'émulation, effectivement, on l'a vu, elle peut être négative ou elle peut être positive, mais elle est heureusement dans la plupart des cas positive. On perd le caractère confidentiel des échanges entre avocats, ce qui veut dire qu'effectivement, on peut pas, voilà, si on peut plus difficilement, je dirais, avancer à couvert et puis attendre le dernier moment et les concessions réciproques pour signer l'accord. Donc, il faut être prudent dans les concessions, effectivement, en cas des discussions. Mais à partir du moment où on part sur une base contractuelle équilibrée, ça me semble être mitigé. L'avocat est obligé de se déporter en cas de conflit. Donc ça, je vais y revenir, mais c'est une obligation essentielle pour l'avocat. Il ne peut pas, à partir du moment où les intérêts ne sont plus alignés des 2 parties, il doit se déporter, ça veut dire se dégager du dossier. Et puis enfin,
On peut se demander si la liberté contractuelle n'est pas bridée, hein. On l'a vu, c'est pas le genre de dossier où on va s'amuser à fignoler une petite clause un peu comment dirais-je, obscure, dans l'espoir que ça passe inaperçu. Je ne dis pas qu'il y a des confrères qui font ça, mais en tout cas, c'est inenvisageable dans ce cas de figure, puisque l'idée, c'est de tendre vers l'équilibre contractuel et la simplicité. Alors, les garanties maintenant, quelles sont? Je vous ai dit, cette figure de l'intervention de l'avocat en tant que rédacteur unique, elle est singulière, mais elle n'est pas du tout originale. Elle fait partie des cas de figure qui sont envisagés par la réglementation qui gouverne l'exercice de la profession d'avocat. Et comme on l'a vu au début, spontanément, on s'est dit il y a un risque de conflit d'intérêts et toute la réglementation qui vient encadrer la pratique de l'avocat dans cette situation tend à prévenir les conflits d'intérêts. D'accord? Donc, on ne peut intervenir que s'il y a une convergence d'intérêts entre les parties. On doit, en tant qu'avocat, rappeler la possibilité pour l'autre partie au contrat d'être assisté et conseillé par un autre avocat. Il y a l'obligation de veiller à l'équilibre contractuel. On l'a vu, l'obligation de se déporter pendant la négociation du contrat si un conflit insoluble naît, mais ça s'étend aussi après la conclusion du contrat. Le rédacteur unique est le défenseur du contrat, mais il ne peut pas contre les tiers. Il est le défenseur du contrat contre les tiers, mais il ne peut pas prendre la défense d'une partie contre l'autre. Donc ça, c'est quand même un point essentiel qu'il faut rappeler, il y a une garantie. Et puis enfin, donc on a un peu évoqué déjà, il y a une obligation d'information et de conseil étendue, donc non pas simplement à son client, mais à l'autre partie au contrat. Et puis, cette dernière garantie, c'est le recueil des signatures lors du closing. Alors, s'interroger et se dire, mais alors, effectivement, pourquoi cette configuration un avocat, deux parties au contrat ne se rencontrent pas plus souvent. Et c'est une question qui se pose. Alors, en réalité, il y a quand même finalement pas mal de cas de figure dans lesquels on trouve cette situation. Mais si on doit s'interroger sur les causes profondes, je pense qu'on peut dire qu'il y a une habitude de travail qui est plutôt conservatrice, à la fois côté client et côté avocat, qui consiste à vouloir se réserver les services de son conseil. Il y a une exigence professionnelle qui est accrue pour l'avocat quand il se place dans cette situation. On comprend bien qu'il ne vient pas, il n'est plus le défenseur de l'intérêt d'une partie, mais il doit tendre vers l'équilibre contractuel, et c'est une obligation déontologique. Et puis, enfin, je dirais, le dernier frein, c'est qu'il faut faire une appréciation au cas par cas pour prévenir justement les situations de conflit d'intérêts. Donc, voilà sans doute les raisons pour lesquelles cette figure singulière est peu rencontrée, mais elle tend à se développer, à mon sens, de plus en plus parce qu'il y a une tendance de fond qui va vers la recherche de l'équilibre contractuel, l'émergence, enfin, le développement des notions de bonne foi, de loyauté contractuelle, d'information précontractuelle, c'est une obligation depuis 2016. Voilà, tout ça, à mon sens, va dans le sens d'un recours accru, ou en tout cas à cette euh, configuration, un avocat, deux parties au contrat. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je suis bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Alors, des questions, on n'en manque pas, évidemment, Louis. Donc, toi qui milites finalement pour que les entrepreneurs envisagent de prendre un rédacteur unique, et particulièrement dans les cas que tu as évoqués, euh, c'est un retour d'expérience quelque part qui est intéressant. Quand tu mentionnes par exemple la question de la transmission de l'entreprise ou de la transmission d'un actif à l'intérieur de la famille vers la génération suivante, par exemple, on voit bien combien c'est utile de ne pas avoir l'avocat des enfants par rapport à l'avocat des parents. Donc j'imagine que c'est des cas réels que tu as rencontrés. Est-ce que Oui, pardon, je t'en prie. comment tu gères le moment des intérêts divergents, c'est-à-dire en fait où
finalement, la négociation repose sur toi. Toutes les parties t'ont fait confiance, toutes les parties t'ont donné les éléments de leur envie, de leurs besoins. Et tu dois finalement les rapprocher. Alors, quand c'est facile, bon, bah, c'est facile. Et puis, quand c'est difficile, comment tu fais? Bah, écoute, c'est une très bonne question. J'ai été confronté à ce cas de figure il y a pas très longtemps. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas, comment dirais-je, les partis ne changent pas fondamentalement d'avis ou de position hein, d'un moment donné ou à un autre, mais il peut y avoir des interrogations ou des points qu'elles n'ont pas perçus, des points de difficulté. C'est mon rôle de mettre en avant ces points, c'est-à-dire que là, c'est un peu contre-intuitif, mais je suis obligé de mettre, d'exposer tous les points enfin, pas de désaccord, mais sur lesquels il peut y avoir une double interprétation. Et donc, ça veut dire que potentiellement, ça peut être un deal breaker, c'est-à-dire que c'est pas le but, mais pour s'assurer de la volonté des parties de contracter, je suis obligé de mettre le doigt là où ça fait mal. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais encore une fois, mais c'est essentiel. Le deuxième point, c'est le cas de figure dans lequel il y a un signe noir qui apparaît au cours des négociations. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons une des parties vient se confier à moi et me fait part de ce signe noir. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un changement d'intérêt, il peut y avoir une série de cas de figure qu'on peut imaginer. Dans ces cas-là, je reste une tombe. C'est-à-dire que la partie qui vient me voir et vient me faire part de son problème est assurée du secret de nos échanges. Néanmoins, dans cette situation-là, si je vois que c'est un point de blocage, moi, je ne peux pas fermer les yeux et inviter les parties à signer leur contrat. Je suis obligé de faire un pas de côté et inviter les parties à discuter entre elles. Alors, là où je peux jouer un rôle, c'est que la personne qui m'a fait part de ce signe noir, de ce revers de fortune, de ce doute au dernier moment, bah, je vais inviter les parties je vais inviter à temporiser, à informer et surtout à favoriser l'échange d'informations et la discussion franche entre les parties. Voilà comment je peux les aider à résoudre le problème, mais si le problème est insoluble ou si la partie qui s'est confiée à moi ne veut pas dévoiler cet empêchement à la partie d'en face, à ce moment-là, moi, je vais considérer que je suis dans un cas de conflit d'intérêts. Et en tout cas, mon rôle, c'est de me déporter et de dire, de ne pas dévoiler la raison pour laquelle je me déporte, mais de dire aux parties que si elles sont, je vais être contraint de me déporter. Voilà. Donc c'est dur, mais malheureusement, je dirais, c'est le serment qu'on a fait. Malheureusement, la question est insoluble. Si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord et à se parler en sincérité, je dois m'effacer. Donc, effectivement, ça, c'est la limite dans laquelle tu opères. Et donc, c'est la zone où ce système-là ne fonctionne plus. Mais en revanche, est-ce qu'on peut dire quand même que dans 99% des cas que tu évoques, ça va aller plus vite, ça va éviter une forme d'agressivité inutile et de gesticulation parfois, en partant d'une position finalement plus consensuelle. Et donc, du coup, on va raccourcir beaucoup le temps pour arriver à un accord finalement équilibré. C'est vraiment comme ça que je le perçois à partir du moment où les deux parties sont dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'elles sont. Et on a vu un peu la casuistique, hein, je ne dis pas que c'est approprié dans toutes les situations, mais il y a des situations dans lesquelles c'est approprié. Et effectivement, ça permet d'aller plus vite et de préserver la relation future, c'est-à-dire de poser un cadre de relations contractuelles entre un client et un fournisseur, je dirais apaisé. Merci Louis, en tout cas pour avoir ouvert cette fenêtre à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, et vous êtes nombreux en podcast. Sachez donc que vous avez cette possibilité de choisir un avocat unique et de travailler à plusieurs parties avec cet avocat qui, quelque part, est le garant de l'équilibre que vous allez trouver dans cet accord.
si cet équilibre est effectivement atteignable et si vous faites le pas nécessaire dans la négociation les uns vers les autres, et bien sûr à déconseiller dans des cas où vous pensez que vous allez aller au contentieux derrière, ce qui est quand même assez rare, mais on peut imaginer qu'on veut préserver sa capacité de contentieux, et dans ce cas-là, qu'on veut conserver son avocat préféré à ses côtés pour aller au front. Dans ce cas-là, il ne faut pas le mettre dans la situation d'être obligé de se déporter en cas de conflit. Y a-t-il des questions dans l'assistance pour Louis vis-à-vis de cette approche de l'avocat unique? Nous n'avons pas de questions sur le chat, mais oui, Michael, je t'ai vu. Oui, Louis, ça m'intéresserait de savoir dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas compliqué si l'avocat unique est déjà l'avocat de l'une des deux parties? Est-ce que ce n'est pas plus simple et plus sain si les deux parties sont d'accord sur le principe d'aller chercher un autre avocat ponctuellement voilà, de manière à ce qu'on soit certain qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts parce que la relation risque quand même d'être déséquilibrée entre la partie dont c'est l'avocat habituel, etc. Il y a une relation dans la durée, il y a des rémunérations qui vont avec, et celui qui va en bénéficier uniquement ponctuellement. Je pense que ça peut être une bonne idée. Bien sûr, là, ce qu'on n'a pas dit, Michael, et je trouve que ta question est très intéressante, ça renvoie également à la question précédente de Patrick. Ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, là, on parle de stratégie. Et effectivement, en mon sens, ta stratégie est très pertinente, de dire, je veux garder cette relation privilégiée avec mon avocat historique. C'est lui qui m'assiste dans tous mes contentieux. J'ai un deal que je souhaite sécuriser et qui est, je dirais, quasiment bouclé. Je vais faire appel à un avocat qui a l'habitude de travailler et devrait vers un projet, de travailler sur un projet plutôt que de défendre les intérêts d'une partie. Et puis, de ce fait, ça me réserve la possibilité de faire intervenir mon avocat habituel, mon conseil habituel, en cas de désaccord, voilà, de revirement. Donc, effectivement, je pense que c'est une très bonne idée comme stratégie à déployer. Mais voilà, il faut quand même rendre hommage, il y a l'aspect stratégique et puis il y a l'éthique personnelle. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des cas de figure dans lesquels il peut y avoir deux confrères et ça peut très bien se passer. Heureusement, il y a plein de cas dans lesquels ça se passe très bien. Donc, la dynamique des négociations, l'ambiance, hein, et puis la qualité de la relation entre les parties, elle est essentielle. Hein. Donc, je sais que voilà, Patrick, il a à cœur de poser un cadre confortable et de confiance dans les négociations. Donc ça, je veux dire, c'est sûr qu'avec l'intervention d'un associé Melchior autour de la table, on a beaucoup plus de chances de parvenir à un accord dans un cadre apaisé que si on a recours à, à une approche plus agressive. Donc voilà, donc il y a bien sûr cette figure qu'on a explorée ensemble de l'avocat unique, et puis derrière la figure, bah, il y a l'homme, hein, ou la femme qui l'incarne, et ça joue aussi beaucoup.